Ce programme vous est offert par Afriland First Bank. Bonsoir et bienvenue sur Vox Live, votre émission de débat où nous décryptons les enjeux du continent. Depuis des décennies, certains dirigeants africains défient le temps et les alternances politiques. Paul Biya au Cameroun, Yoweri Museveni en Ouganda ou encore Ismaël Omar Guelleh à Djibouti. Ces chefs d'État battent des records de longévité au pouvoir, parfois en modifiant la Constitution, parfois en s'appuyant sur des systèmes verrouillés. Mais cette longévité est-elle synonyme de stabilité ou d'immobilisme ? Pourquoi ces présidents restent-ils aussi longtemps au pouvoir ? Et surtout, quel impact sur la démocratie et le développement ? Pour en parler ce soir, je suis entourée de Maki Oumed Gaba. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de la dynamique unitaire panafricaine. Face à vous ce soir, Théophile Kouamouo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, essayiste et rédacteur en chef du média Le Média, pour être tout à fait précise. Et enfin, sur le plateau, nous recevons ce soir Frédéric Tchoungui. Vous êtes analyste politique. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. J'ai énoncé en début d'émission certains chefs d'État, on pourrait en citer bien d'autres. Il y a le cas de la Guinée équatoriale avec ses 44 ans au pouvoir. En Algérie, feu Bouteflika qui était resté plus de 20 ans. Il y a le cas du Tchad avec Idriss Déby Itno, père et puis maintenant fils. On a le sentiment finalement qu'aucune région n'est épargnée sur le continent. Théophile, quel est le dénominateur commun de cette longévité à travers le continent ? Alors, je pense que les pays dans lesquels on observe cette longévité sont d'abord des pays dans lesquels les institutions sont construites pour que le pouvoir soit verrouillé. La longévité au pouvoir n'est que la conséquence de l'absence de possibilité d'alternance par les urnes. Parce que ce n'est pas le concerto enthousiaste des populations qui permet à tous ces dirigeants-là d'être là, c'est parce que le système qui est mis en place leur garantit la longévité. Donc il faut étudier pays par pays dans quelle mesure ce système s'est construit. Par exemple, quand on parle du Cameroun, c'est un système post-colonial qui a été construit, c'est-à-dire que après l'indépendance, les Français ont donné le pouvoir à Amadou Ahidjo, qui lui a donné le pouvoir à Paul Biya, et dans cet environnement, les différents moments où en fait l'Afrique bougeait et se renouvelait, Paul Biya a réussi à passer à travers les mailles du filet, parce qu'il a peut-être pu profiter des particularités du Cameroun, des désunions des oppositions, des relents ethniques aussi qui parcourent ce pays. Il y a de l'ingénierie locale là-dedans. Et il y a également, en contexte international, aucune grande puissance n'a jamais voulu qu'il parte parce qu'il fait les affaires à peu près d'à peu près tout le monde, la France, la Chine, les États-Unis. C'est un exemple qu'on peut donner, mais il faut aller au bout de chaque exemple particulier et puis tirer une leçon générale. En tout cas, par exemple, pour Djibouti, c'est un pays qui est au centre de la géopolitique mondiale, et donc notre camarade nous expliquera, mais voilà, il y a des facteurs internationaux, il y a des facteurs internes, et il y a surtout un verrouillage institutionnel. Dans le cas de Djibouti, vous qui faites partie également de l'opposition, je vous ai présenté justement comme membre d'une ligue panafricaine, mais vous faites également partie de l'opposition djiboutienne. Qu'est-ce qui a permis à Ismaël Omar Guelleh de se maintenir plus de 20 ans au pouvoir ? Ismaël Omar Guelleh, effectivement, quand il est devenu président, après avoir été chef du cabinet de l'ancien président, qui était son oncle, déjà pendant 11 ans, pendant 22 ans. 22 ans, chef du cabinet du président Hassan Goulab Tidone. Et depuis 1999, lui-même président depuis donc actuellement 24 ans. Cela fait 48 ans en réalité, 26 ans. Cela fait en réalité 48 ans au pouvoir en tant que chef de cabinet du président Hassan Goulab, puis président. Donc il y a cette, comme vous disiez, le pouvoir a été donné sur Omar Guelleh. Ce n'était pas une élection en tant que telle. Ensuite, il y a la mise en place des fraudes électorales, le système électoral est complètement bafoué. Il y a aussi le jeu économique. Djibouti, c'est un pays où l'État est le principal employeur. Donc si on n'est pas employé chez l'État, dans le port ou dans les services bancaires. Il y a une configuration géopolitique particulière parce qu'on dépend énormément des il y a aussi, voilà, il y a les bases militaires aussi qui sont présentes et qui constituent à peu près un peu moins de 10% du PIB. Ensuite, il y a l'Éthiopie qui est le pays voisin, un grand pays d'Afrique de 130 millions d'habitants sans accès à la mer. Et pour tout ce qui est import-export éthiopien,
on passe par Djibouti. Cela donne à Djibouti une capacité forte sur l'Éthiopie. Donc, ce qui permet cela, donc, c'est cette transmission familiale du pouvoir, mais aussi l'économie, dont l'économie nationale ne dépend que de l'État. Il n'y a pas de structure privée, très peu. Toutes les banques aussi sont affiliées à l'État. Il y a un monopole dans toutes les activités qui existent. Et enfin aussi, il y a cette habitude de notre président Omar Guelleh, puisqu'il a été, lui, policier responsable des mœurs à l'époque de l'époque coloniale. Et ensuite, il est passé donc président, chef de cabinet de Hassan Goulet, puis président de Djibouti. Donc, il a cette façon de connaître un peu tout le recoin de la ville et qu'il contrôle avec les services secrets. Quasiment tous les chômeurs ont pas tous, mais beaucoup de chômeurs de Djibouti, plus de 60% de la population est au chômage. Beaucoup de chômeurs de Djibouti vivent avec les renseignements. Et ils doivent apporter des renseignements pour avoir un petit pécule. Les taximans, 9 fois sur 10, sont aussi travaillent aussi pour le renseignement. Donc toute la société djiboutienne est affaiblie matériellement et dépend des subsides que l'État lâche au profit du même président en place. Voilà, goutte par goutte pour pouvoir survivre. Frédéric Chungui. Alors je pense d'abord que la première question qu'on devrait se poser, c'est de savoir est-ce que c'est un modèle qui nous convient, nous en Afrique. Et quand je dis l'Afrique, effectivement il y a les Afriques, nous sommes tous différents, qu'on vienne du sud, de l'est, de l'ouest ou du nord, mais ce système démocratique est un système hérité en réalité de sortie des indépendances. Lorsqu'il y a la sortie des indépendances dans les années 60, je veux parler surtout du cas de l'Afrique noire, parce que effectivement l'Afrique du Nord c'était un peu avant. Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Voilà, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. On se rend compte que c'est un modèle hérité qui en réalité plaît aux États occidentaux. Et si jamais vous souhaitez, entre guillemets, au niveau de l'implémentation, d'abord dans un premier temps, très important de revenir sur cette période entre 60 et 90 où il n'y avait pas vraiment d'alternance politique. Ça, il faut le dire, parce qu'il y a par exemple dans des pays comme la RD Congo où le maréchal Mobutu Sese Seko est resté jusqu'en 90 sans établir la pluralité politique. On l'a aussi vu au Gabon, etc., dans divers pays. Mais lorsque cela a été institué, donc pour sortir des indépendances, mais surtout à la chute du mur de Berlin, où les cartes ont été redistribuées, on s'est rendu compte que les États africains, de par la mise en place de cette vision politique-là, n'ont pas totalement épousé cela. Pourquoi ? Parce que le pouvoir en réalité africain ne se pratique pas ou ne se vit pas comme le pouvoir occidental. Et pourquoi cela fonctionne alors dans certains... là, on a cité sur les doigts d'une main à l'échelle d'un continent de plus de 50 pays. Pourquoi finalement c'est cette démocratie, ce schéma-là que vous pointez du doigt et que vous dites hérité d'un modèle post-colonial, si je comprends bien. Pourquoi, si on prend par exemple le cas du Sénégal, cette démocratie-là, elle fonctionne ? En fait, cette démocratie, parce que parfois, moi je l'explique ainsi, parce que parfois il y a toujours des exceptions. Mais in fine, notre pouvoir n'est pas conçu de la même manière qu'ici. C'est-à-dire qu'ici, il y a un certain pluralisme. On le voit, les élections fonctionnent. Et aussi peut-être l'âge de nos institutions qui sont différentes. On peut aussi le voir comme ça. C'est-à-dire que nous sommes des États qui sont très jeunes. Peut-être c'est aussi ça la difficulté que nous avons. Mais lorsqu'on regarde comment le pouvoir africain se déploie en général, il est parfois souvent gérontocratique et surtout détenu par une petite France en général qui dirige. Et on le voit malheureusement avec nos États africains qui le caricature. Théophile, le problème c'est la démocratie, c'est le visage de la démocratie qui est donné à certains États. Non, je pense une fois de plus que vraiment pour entrer dans la profondeur, il faut s'interroger sur l'histoire particulière de chacun de ces États. La gérontocratie n'est pas la règle en Afrique. Aujourd'hui, quand on regarde les pays du Sahel, l'âge moyen d'un dirigeant du Sahel, d'un des pays de l'AES, c'est à peu près la moitié de l'âge d'un dirigeant de l'Afrique centrale. Alors qu'il n'y a pas question là de démocratie, puisque ce sont des pouvoirs qui ont été finalement conquis à la force des armes et aussi dans le cadre d'un élan populaire. Donc, on voit bien qu'il y a eu le terrorisme dans le Sahel et la réponse des sociétés a été d'abord de
suivre les dirigeants qui étaient là à ce moment-là, les dirigeants entre guillemets démocratiquement élus ou bien issus du mouvement démocratique au Mali ou au Niger et puis Blaise Compaoré au Burkina, mais étant donné qu'ils étaient dans l'incapacité donc d'affronter la crise djihadiste, ben, en fait ça a donné naissance à ça a ouvert un renouvellement de la classe politique. Et aujourd'hui on voit qu'il n'y a pas de gérontocratie. Il y a d'autres problèmes, mais ce n'est pas le problème de la gérontocratie. Il n'y a pas de... Même si en Afrique du Sud les dirigeants sont plutôt vieux, sont des dirigeants vieux, mais qui ne durent pas plus de 2 mandats, parce que l'ANC post-apartheid est un pays qui a des institutions fondamentalement démocratiques, mais surtout qui est contrôlé surtout par un parti, l'ANC, et c'est au sein de l'ANC que les révolutions entre guillemets de palais se font, puisqu'on a vu que Thabo Mbeki a été renversé par son propre parti. C'était un peu la même chose pour Jacob Zuma. Donc on voit bien que à chaque pays il y a une histoire particulière. Je pense que l'Afrique n'est pas étrangère aux institutions démocratiques et je ne pense pas que les institutions démocratiques soient naturelles en Occident. Aujourd'hui, avec la crise qu'on voit aux États-Unis et dans ce nombre de pays européens, on voit très bien que le réflexe du suprémacisme blanc est quand même beaucoup plus fort que les réflexes de la démocratie dans des pays dont on dit qu'elles sont de vieilles démocraties. Je pense que les humains sont à peu près pareils. Je pense que les Africains ont souhaité la démocratie au début des années 90, à la fin des années 80, au début des années 90, parce qu'ils ont constaté que les partis uniques dysfonctionnaient, étaient incapables d'amener le progrès, le développement, l'emploi, etc. Si c'était un système qui était un peu plus successful, on va dire, comme en Chine, peut-être que les aspirations démocratiques des années 90 auraient été différentes. Donc, je pense qu'il faut serrer. C'est vrai qu'il y a des dynamiques globales qui parcourent le continent, mais si on s'intéresse par exemple en Afrique centrale, de manière spécifique, voilà, l'Afrique centrale, je rejoindrai mon camarade. Le Gabon, le Cameroun, il y a une gérontocratie quasiment culturelle. Mais est-ce que c'est la culture des Bantous? Non. Je pense que c'est la culture de la post-colonie france-africaine en Afrique centrale. Et ce qui caractérise cette post-colonie france-africaine en Afrique centrale, c'est la capacité des gouvernants à monopoliser une partie très très importante de la manne nationale, parce que ce sont des pays qui sont souvent pétroliers. Effectivement, quand toi en tant que dirigeant, tu as 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois plus d'argent que même un entrepreneur, effectivement, tu as les moyens de corrompre, de subvertir les règles, etc. Ce qui n'était pas, par exemple, le cas en Haute-Volta et au Burkina de Sankara, où les dirigeants avaient moins de... le gap de revenus ou bien de contrôle financier entre les dirigeants et les dirigés, disparité était moindre. N'était pas la même. Donc effectivement, quand tu es dans un pays pétrolier, tu peux plus facilement contrôler l'État, redéfinir l'État, etc. Et puis aussi, ce sont des pays, l'Afrique centrale, qui étaient vraiment contrôlés par les services secrets français bien après l'indépendance, comme au Gabon, qui étaient aussi contrôlés par la franc-maçonnerie française, comme dans toute l'Afrique centrale. C'est pas un secret. Donc voilà, il y a une spécificité, à mon avis, des républiques d'Afrique centrale francophone, qui est effectivement la gérontocratie. Et même quand c'est un jeune, c'est le fils de papa. Maki, vous vouliez répondre? Oui, sur la gérontocratie, mais ce n'est pas la question essentielle. Juste sur la gérontocratie, dans les pays de la Corne de l'Afrique, effectivement, nous avons aussi ce phénomène, puisque le président érythréen et le président djiboutien sont âgés de plus de 80 ans actuellement, enfin 78 ans pour le président djiboutien, et cela participe à une sorte de non-renouvellement des pouvoirs, puisqu'il y a une habitude qu'ils ont prise de dire c'est nous la stabilité du pays, sinon le pays va se fracturer. En fait, ils visent des fractures qu'ils ont eux-mêmes créées, puisque ce sont des fractures créées sur la base de leur traitement différent des catégories des populations nationales. Ils vantent en fait cette longévité comme finalement un gage de stabilité. Tout à fait. Alors que c'est la stabilité et le besoin de tenir le pays, entre guillemets, et des conséquences de la fragilisation dans laquelle ils ont mis le pays en divisant les nationaux, que ce soit en Djibouti, soit en Érythrée. C'est aussi une façon de justifier aux yeux de la communauté internationale que leurs intérêts économiques, politiques dans la région, dans le pays, a besoin que moi je continue le pouvoir
puisque c'est moi qui apporte la stabilité et aussi la possibilité de continuer cette coopération au profit des pays étrangers. Djibouti en particulier, c'est, comme vous disiez, un pays important sur le plan de la stratégie régionale, mais aussi la stratégie du pétrole. Nous avons par la mer Rouge à peu près 20% du pétrolier au monde qui passe, mais aussi le commerce international qui passe en Europe, de l'Asie en Europe, passe obligatoirement par Djibouti. Après, il y a le Soudan, mais d'abord, il y a Djibouti. Et cela est aussi un critère d'utilisation de ce pouvoir-là par Omar Guelleh. Notre président Omar Guelleh a réussi à installer 6 bases militaires à Djibouti pour que, si telle base militaire lui demande des comptes sur l'utilisation de la monnaie financière, l'aide qu'il reçoit, qu'il puisse menacer de demander de quitter le territoire, le pays, au profit d'une autre base militaire. Et par exemple, la Chine, avant de s'installer, avait un veto américain. Malgré cela, le président djiboutien a accepté que la Chine s'installe. La Russie avait demandé à avoir une base militaire, il y a eu un veto américain qui a été accepté. Donc le président djiboutien n'a pas donné suite à la demande russe de s'installer, puisqu'il y avait un veto américain. Ensuite, en 2026, là, c'est l'année qui arrive, il y aura une base saoudienne qui va s'installer. Et oui, c'est le modèle. D'après les prévisions, c'est encore vraiment vendre le pays au plus offrant. D'après les prévisions, l'Arabie saoudite. Une colocation donnera comme moyen financier la totalité de ce qu'aujourd'hui les 6 bases militaires donnent par année. Donc ça va enrichir la dernière base militaire pour la France d'ailleurs. Et d'ailleurs, oui, avec le Gabon, la dernière base militaire. Juste pour revenir sur la démocratie en tant que telle. Vous savez, la démocratie, la raison pour laquelle elle est implémentée pour nous, c'est pour une seule raison. C'est pour des questions économiques. Et quand je parle des questions économiques, je parle des États-Unis. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez le American Act, et que vous lisez ce qu'il y a à l'intérieur, en réalité, l'une des conditions pour pouvoir faire des transactions avec les Américains, c'est de pouvoir avoir un État démocratique, entre guillemets. Et au sortir de la chute du mur de Berlin dans les années 90, la raison pour laquelle l'ensemble des pays, en tout cas le plus grand ensemble des pays d'Afrique, que ce soit d'Afrique centrale ou d'Afrique de l'Ouest, mettent en place la démocratie, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Il faut être clair, ils n'ont pas le choix. Les Américains souhaitent un renouvellement des élites parce que les dirigeants qui sont là en général sont des dirigeants qui sont là depuis les années 60 et qui ont duré un certain temps, les Omar Bongo, les Sese Seko, etc. Et donc les Américains souhaitent un renouvellement. C'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, dans les années 90, il y a donc, si vous regardez au niveau de la politique africaine, il y a la naissance du multipartisme, même si ça reste quelque chose d'assez abstrait, mais il y a la naissance du multipartisme. C'est pour ça que je dis quoi. Le gros souci que nous avons, nous, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, c'est qu'on ne nous a jamais laissé expérimenter un modèle politique qui nous conviendrait, en tout cas à l'ère moderne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a du mal à se retrouver. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez des dirigeants qui s'éternisent au pouvoir, en réalité, parce que les modèles politiques que nous avons en réalité sont des modèles, et là je vous rejoins tout à fait, de confiscation du pouvoir par une certaine élite qui va diriger. Pourquoi ? Parce que la politique au sens démocratique, telle qu'elle est implémentée ici, parce que ce qu'on veut nous imposer en réalité c'est une pâle copie occidentale. Donc quel modèle justement de la démocratie serait adapté ? Plus adapté. Bon, pour l'instant, il faut tirer les conclusions qui sont les conclusions qu'on voit aujourd'hui. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de gérontocratie. Même quand vous allez dans les villages en Afrique, ou au Cameroun, moi je suis du Cameroun, mon village c'est Angoumou par exemple. Vous vous rendez compte qu'il y a, même s'il y a des instances dirigeantes, c'est-à-dire il y a un maire de la commune de Goumou, de la localité de Ngoumou, il y a ses adjoints, etc., il y a des élus. Mais il y a toujours quand même un chef du village qui fait partie des plus anciens et qui, d'une certaine manière, soit c'est lui qui est maire, donc il combine les deux pouvoirs, soit c'est lui qui a son pouvoir et il est consulté par le maire pour pouvoir prendre des initiatives. Donc en fait, il y a cette essence, c'est pour ça que je parle de la cosmogonie africaine. Il y a un auteur qui est très intéressant sur la question, un auteur suisse, il s'appelle Jean Ziegler, il a écrit le pouvoir africain. Et le pouvoir africain se dénomine en réalité par, premièrement, le matérialisme. Donc c'est celui en général qui possède les richesses qui dirige, ce qui n'est pas réellement le cas ici, entre guillemets. Bien sûr que oui, les grandes chaînes de télévision, les grands groupes sont détenus par une certaine oligarchie, mais le pouvoir arrive quand même à se diffuser, c'est-à-dire que vous pouvez partir de n'être rien et devenir un élu local, par exemple. Tandis que dans notre civilisation à nous africaine, c'est souvent par accointance, c'est souvent le fils d'eux qui devient
Donc, en fait, même à petite échelle, même dans le plus simple des pouvoirs, il devient. Donc, c'est pour ça qu'il est important de penser à un modèle démocratique un modèle politique qui nous convient avant de parler de démocratie. Théophile, quand on prend le cas, par exemple, de l'Afrique centrale, il faut repenser ce modèle. Alors, je pense que il faut dire qu'en 1990, c'est pas l'instauration du multipartisme, c'est la réinstauration du multipartisme. Parce que pendant la période coloniale, entre 1945-46, on va dire, et les indépendances en 1960, il y avait plusieurs partis. Donc les proto-États africains. L'Afrique est venue à l'indépendance par le multipartisme. C'est très important. Et ce multipartisme n'a pas été accueilli par une forme d'indifférence. Ce sont les partis nationalistes qui ont agité pour la première fois des foules au nom de la nation. C'est-à-dire quand l'UPC au Cameroun, l'Union des populations du Cameroun naît, en fait, ces partis ébranlent une bonne partie du pays au nom de l'idée nationale. La première fois que les Camerounais et d'autres, les Ivoiriens, etc., évoquent l'idée nationale, c'est dans le cadre de compétition de partis politiques nationaux dans le cadre du multipartisme. C'est ce multipartisme qui est confisqué par la suite. Mon camarade disait que ce sont les États-Unis qui nous ont imposé le multipartisme. Mais regardons bien finement. Les meilleurs alliés des Américains, des États-Unis, ne sont pas des démocraties. L'Arabie Saoudite n'est pas une démocratie. Le Qatar ne sont pas des démocraties. C'est en Afrique subsaharienne que, disons, les Occidentaux ont imposé d'une certaine manière la démocratie, mais ils l'ont imposée parce que les systèmes monopartiques qu'ils ont mis en place pour pouvoir contrôler, endiguer le communisme ne leur convenait plus, dans la mesure où les rentiers de ce système n'avaient pas compris qu'il ne suffisait pas juste de contenir la menace russe pour être intéressant et que leurs bailleurs n'avaient plus de toute façon l'argent pour leur donner. Donc, il faut connaître bien l'histoire interne, c'est-à-dire que le multipartisme renaît parce que les partis d'opposition qui ont été éteints en 1960, 61, 70, 72, en fait, ils ne sont jamais morts. Ils étaient dans la clandestinité. Dans le plus profond des villages, les gens gardaient leurs écharpes de ces partis. Et donc, c'est le parti unique qui a été imposé par l'Occident. Et cette imposition a juste été relâchée. Et je me méfie des solutions culturalistes, c'est-à-dire trouver notre modèle à nous, les Africains, parce que nous n'avons pas la même culture. L'Afrique n'existe pas, c'est une fiction, comme l'Europe. L'Afrique, c'est un certain nombre de cultures, un certain nombre de pays, d'ailleurs même les nations sont des fictions, mais ce sont des fictions bien heureuses, mais ce sont des fictions. Et donc, pour pouvoir trouver notre propre modèle, il faut donc libérer les forces démocratiques et créer des institutions démocratiques qui nous ressemblent. C'est-à-dire que si on considère par exemple que la chefferie traditionnelle, c'est quelque chose qui nous ressemble et nous rassemble, et dans certains cas c'est vrai, c'est-à-dire que le pays, le Cameroun, on prend pour cet exemple parce que nous deux, je pense, on est originaires du Cameroun, mais au Cameroun, les gens, alors que les chefs n'ont aucune forme de légitimité institutionnelle, les gens ils nourrissent leurs chefs, ils consacrent leurs chefs, ils considèrent que la gloire de leur chef est leur gloire à eux, donc ça veut dire qu'ils légitiment la chefferie. Et on voit par ailleurs l'influence, par exemple, dans le cas de la candidature de Paul Biya, on voit la position des chefs traditionnels qui se veulent le relais finalement de la population. Donc, et c'est là que ça craque des fois. Là que ça craque des fois, parce que justement, ils révèrent leur chef en cela que leur chef est leur miroir. Mais quand le chef n'est plus le miroir, ça crée des problèmes. Lors de la guerre d'indépendance du Cameroun, avec l'Union des populations du Cameroun, beaucoup de chefs, même en pays Bamileke où on dit que les gens adorent leurs chefs, ont été renversés ou bien été contestés par leur population parce qu'ils étaient des traîtres, entre guillemets. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes qui se nouent autour des chefferies parce que les chefferies cèdent leur pouvoir au pouvoir. Mais généralement, la cosmogonie qui habite les Africains, en tout cas les Camerounais, leur donne de révérer leurs chefs. Donc on peut considérer qu'au lieu d'avoir un Sénat, on peut avoir une chambre des chefs traditionnels. Et en plus, les chefs traditionnels, ce n'est pas la gérontocratie. Le chef de mon village au Cameroun, le chef, il était au lycée technique de Baganté. Il a été attrapé pour devenir chef quand il était au lycée technique. Pourquoi dans cette culture, on ne prend pas l'enfant le plus âgé du chef. On prend l'enfant que le chef, par des moyens psychologiques ou spirituels, a considéré comme étant l'élu. Donc voilà, nous n'avons pas une culture gérontocratique.
C'est une culture contemporaine, gérontocratique. Alors juste pour répondre d'abord à la culture gérontocratique, lorsqu'on regarde la famille, l'essence familiale, avant de parler de l'essence de la chefferie, l'enfant, en tout cas au Cameroun et dans beaucoup de civilisations africaines, le père, lorsqu'il est aux affaires, le fils n'a pas le droit de la parole. C'est-à-dire que lorsque le père est en train de gérer les affaires familiales, les fils peuvent être consultés, mais ce n'est pas eux qui prennent les décisions. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut simplement dire que le pouvoir appartient à l'ancien, d'une certaine manière, en tout cas dans nos familles. Au père, le père, c'est pas l'ancien. Le père, en tout cas, c'est la génération, c'est sa génération qui est maintenant la plus ancienne qui va décider. C'est-à-dire que si vous faites le parallèle, si son grand-père, je vais juste le chef d'État, si mon grand-père est vivant et que mon père est vivant, mon grand-père va prendre les grandes orientations familiales et mon père attendra son tour avant de prendre les grandes orientations familiales. Ça, c'est le pouvoir africain au niveau familial. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pouvoir qui est instauré par le plus ancien. Bon, peut-être que le mot gérontocratique est un peu galvaudé dans mon explication. Mais nous avons un pouvoir qui est basé sur les plus anciens. Je ne veux pas cristalliser le débat dessus parce que ça va l'éloigner. Deuxième chose, tout à l'heure, nous avons parlé, vous avez parlé tout à l'heure des différents partis politiques qui ont mené les indépendances, pendant les indépendances, qui se sont battus, je pense par exemple Lumumba, etc. Ces figures qui ont été vraiment inspirées en réalité. Parce que lorsque vous regardez, que ce soit les Thomas Sankara, que ce soit les Lumumba, que ce soit les Umnyobe de l'UPC, etc., tous ces grands combattants-là, ils ont été influencés par qui? Par les mouvements sud-américains, que ce soit Che Guevara, que ce soit les marxistes, etc. Donc en fait, on voit que les modèles que nous avons choisis et même qui nous ont été imposés d'une certaine manière, parce que moi je pense qu'ils ont été imposés dans les années 45, vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'il y avait déjà d'une certaine démocratie, ce ne sont pas des modèles qui nous ressemblent parce qu'ils nous ont été imposés. Je termine en prenant cet exemple concret. Tout à l'heure on a parlé de chefferie. En général les chefferies ce sont des dynasties. Ce ne sont pas des élections qui vont régir tel ou tel chef du village va prendre. Non, c'est le descendant de tel qui va prendre, etc. Qui va peut-être maintenant gérer son pouvoir d'une manière démocratique, mais ça reste quand même de la démocratie impériale, si je peux me permettre. Makele voulait juste répondre, après je crois que Théophile voulait... Maki, excusez-moi, aujourd'hui c'était compliqué. Oui. Juste un mot concernant la démocratie en Afrique, c'était un peu le thème de l'échange. Une démocratie africaine est-elle possible? Existe-t-elle? Tous les pays ont leur propre démocratie, de toute façon, et la démocratie, par contre, elle doit répondre à un minimum qu'on doit revendiquer, je pense, quel que soit le pays, c'est le respect des libertés publiques. S'il y a respect des libertés publiques dans les grandes lignes, alors on peut dire que la démocratie qui va avec peut être une démocratie acceptable. Ensuite, bien sûr, nous sommes sur notre continent avec nos traditions, on peut intégrer certains éléments de notre tradition africaine pour que les plus anciens ou les personnes qui n'ont pas été à l'école occidentale, entre guillemets, mais aussi les personnes en dehors des villes, pour qu'elles ne sont pas lésées par le système qui fonctionne dans le pays, peuvent intégrer en créant des structures complémentaires. Mais le minimum, c'est quand même le respect des libertés publiques, et là-dessus, on ne peut pas remettre en cause, je pense, ce point-là. Je rebondis justement parce qu'on va s'intéresser aux facteurs institutionnels et politiques. Là, oui, mais en fait, 2 secondes, j'aimerais dire que il ne faut pas essentialiser les Africains. En Europe aussi, il y avait des dynasties. En Asie, il y avait des dynasties. En Europe, il y avait le pater familias, la figure du père. Tout ça, ce sont des choses totalement universelles. Nous ne devons pas être prisonniers de nos traditions. Nous devons construire notre modernité sur la base de nos traditions. Nous avons le devoir de rejeter une partie de ces traditions, d'inventer de nouvelles traditions. On ne peut pas, figer l'Afrique dans une sorte de culturalisme ambigu, post-colonial en réalité, c'est-à-dire qui répond aux critères de l'anthropologie coloniale. Et c'est pour ça qu'il faut bien connaître l'Afrique. Chez les Akans du Sud, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas les plus anciens, c'est des générations qui gouvernent, mais c'est des générations jeunes, c'est-à-dire c'est en général les trentenaires ou les quadragénaires qui gouvernent et ils laissent le pouvoir.
dans les sociétés lignagères du sud de la Côte d'Ivoire. Comme je le dis, il y a un renouvellement du pouvoir dans d'autres sociétés parce que ce n'est pas le plus vieux qu'on prend, mais des fois ça peut être le plus jeune enfant du chef qu'on prend et il s'impose à ses aînés. Comme dans la Bible, Joseph s'imposa à ses aînés. Quand vous regardez, quand on dit le père, quand dans une famille le père meurt, son successeur qui devient le père, ça peut être le dernier. On ne le choisit pas au nom de son âge et c'est lui qui domine ses frères. Donc nous avons des traditions qu'on ne saurait enfermer et surtout on doit dépasser la tradition. Je veux dire, d'autant plus que nos traditions s'opposent. Il y a les sociétés matrilinéaires d'une partie, les sociétés patrilinéaires de l'autre. On ne va jamais s'entendre sur la tradition. On a des traditions dans la corne de l'Afrique qui sont quasiment sémitiques, tandis que dans les forêts, on a des traditions bantoues, on a des traditions sahéliennes, musulmanes chez les Peuls depuis le XIe siècle ou le XIIe siècle. Ce n'est pas sur la base de la tradition, mais de notre bon sens contemporain et de notre désir de vivre ensemble selon une règle que nous aurons définie aujourd'hui ensemble. Je pense que vraiment, c'est peut-être un petit problème, mais effectivement, il n'y a que la démocratie qui peut nous permettre même de rejeter ce que la démocratie formelle européenne. On peut dire, ok, dans notre démocratie, on ne fait plus le suffrage universel direct. Oui, peut-être redéfinir. On peut dire n'importe quoi, on peut tout redéfinir, tout mettre sur la table. Redéfinir les institutions, mais se rappeler que l'essence même de la démocratie, finalement, elle est commune à tous les pays africains. C'est le consensus national qui doit construire de nouvelles institutions mieux adaptées. Et comment se construit ce consensus national? C'est par la voie électorale. Et on va poursuivre en deuxième. Je vous voyais réagir, Frédéric. On va prendre d'abord une courte pause. On revient dans un instant sur Vox Live. Le débat se poursuit. Merci d'être avec nous sur Vox Live et le thème du jour, c'est évidemment la longévité des chefs d'État en Afrique. Essayer de comprendre un petit peu les mécanismes. On parlait à l'instant de l'essence même de la démocratie, de ce qu'elle signifie dans ces mécanismes. Aujourd'hui, on se rend compte que plusieurs chefs d'État, on va prendre par exemple le cas en Afrique de l'Ouest d'Alassane Ouattara, qui est au cœur de l'actualité d'ailleurs en ce moment en Côte d'Ivoire. Et il fait partie de ces chefs d'État qui ont été amenés à modifier la Constitution pour se stabiliser au pouvoir, pour essayer de comprendre le parallèle à faire entre le processus démocratique et la restriction des droits au niveau de la population, qui fait partie de l'essence même de la démocratie. Oui, avant de répondre, très brièvement. Vous avez parlé tout à l'heure d'un aspect qui était assez fondamental, c'est-à-dire le choix sur le troisième, par exemple, qui peut se poser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans une opposition. Non, je vais faire un parallèle avec ce que vous dites pour revenir dessus. C'est ça qu'aujourd'hui, on est dans une opposition, c'est-à-dire que nous avons un modèle qui est basé d'une certaine manière, qui n'est pas basé sur la démocratie, mais surtout qui est basé sur le matériel aussi. Parce qu'en général, lorsqu'on choisit le troisième, c'est parce qu'il a une plus-value qui est plus intéressante que le premier. Ce n'est jamais fait par hasard. Bon, ceci étant dit, maintenant pour revenir à monsieur Alassane Ouattara et aussi au fait qu'il se maintienne en réalité au pouvoir par des malversations ou peu importe, des modifications, c'est le mot le plus approprié, constitutionnel. Je pense que le gros souci que nous avons avec nos institutions politiques, c'est d'abord qu'à la base, le jeu démocratique est biaisé. Donc en fait, lorsqu'il y a une personne qui... Comment ? Lorsqu'il y a un leader politique qui vient au pouvoir, il, en général, et très souvent, à 90% des pays d'Afrique de l'Ouest et centrale, il arrive déjà dans une logique de soit, premièrement, il n'est pas passé par les urnes. Donc en fait, il va reproduire ce qui a été fait par le prédécesseur. Nous sommes dans une logique, nous avons conquis le pouvoir par les armes, nous allons donc nous maintenir et ce ne seront que les armes qui pourront nous faire partir. Ou deuxièmement, nous avons l'appui, et c'est lié en réalité, nous avons l'appui des pays occidentaux qui ont souhaité que nous soyons en exercice. Nous arrivons au pouvoir, nous commençons à comprendre les arcanes du pouvoir. Nous faisons jouer les différents partenaires politiques et économiques que nous avons et militaires dans le monde pour pouvoir se maintenir. C'est pour ça que dans beaucoup de pays africains, la politique démocratique est un échec parce que les présidents qui sont arrivés à la base ne sont pas venus via les urnes et par le peuple. Ils sont venus parce qu'ils ont eu les meilleurs partenaires qui leur ont permis d'arriver au pouvoir, mais qui ne sont pas le peuple. Théophile Maquet, qui voulait répondre. Oui, donc sur cette question de longévité,
au pouvoir, c'est devenu quasiment une tradition malheureuse, puisque énormément de pays sont concernés sur les 54 Comment pays. ça influence justement le processus démocratique? Donc ça influence le processus démocratique, puisque il y a absence de démocratie dans ce cas-là. La démocratie est limitée à son apparat. On fait semblant d'avoir fait voter la population, on fait semblant d'avoir fait compter les voix, on fait semblant d'avoir organisé des élections, mais en réalité, c'est une continuité du pouvoir, comme disait mon camarade, instauré avec le soutien de la politique étrangère internationale, surtout dans les pays francophones où l'impact de la France sur les pays africains était plus important que l'impact anglais, par exemple. Et cela a beaucoup donné le moyen au président africain de s'éterniser. D'autre part, il y a aussi ce jeu avec la population. Une sorte de communautarisme a été joué jusqu'à la lie, puisqu'on a un président africain qui, quasiment systématiquement, s'entoure de proches communautaires qui maintiennent, donc, grâce à lui, leur privilège dans le pays. Et cela lui permet de garder son pouvoir. Donc il a un soutien interne de sa sous-communauté, le président africain, et il a un soutien externe de la coopération française, voire américaine. Cela a permis de jouer avec les élections, de les organiser juste pour faire semblant, pour avoir un vernis démocratique. Mais ce phénomène-là a été vraiment très général. Aujourd'hui, sur 54 pays que nous sommes, 55 pays actuellement, plus de la moitié ont connu ou connaissent encore aujourd'hui les présidents qui s'éteignent au pouvoir. Alors, pour parler de manière particulière de la Côte d'Ivoire, pourquoi Alassane Ouattara ne peut pas se voir vivre en dehors du pouvoir? En fait, c'est la manière dont il arrive au pouvoir qui fait que sa sécurité sociale, son assurance vie, c'est d'être au pouvoir. Il arrive au pouvoir à la suite d'une rébellion, un écrasement de ses adversaires. Ça veut dire qu'il a peur d'un retour de bâton au cas où il ne serait plus au pouvoir. Et ça, c'est la manière dont il est venu au pouvoir, la manière dont il exerce, et pas seulement lui, mais dont les autres exercent le pouvoir autour de lui. Il y a beaucoup de scandales financiers, etc. Ils ont peur d'un retour de bâton judiciaire au cas où il perdrait le pouvoir. Quand on voit en Angola, même quand il y a eu une sorte de dévolution à l'intérieur du MPLA, du parti au pouvoir, que les Dos Santos, ils vivent pas leur meilleur jour après avoir quitté le pouvoir. Quitter le pouvoir en Afrique, c'est une petite mort. C'est une petite mort, pourquoi? Parce que le chef d'État africain, c'est un demi-dieu. C'est-à-dire, les privilèges du pouvoir en Afrique sont énormes, et les servitudes sont faibles. Donc, quelque part, le dirigeant occidental, il y a des privilèges limités, parce qu'en fait, ça farfouille dès qu'il bouge, s'il prend un peu d'argent dans le budget de l'État pour acheter des taxis à ses enfants, ça peut gueuler. Donc, il y a des privilèges limités, il y a des servitudes énormes, parce qu'il y a une opposition dont le pouvoir, à la fois, il plaît et il use, alors qu'en Afrique, il conserve le pouvoir, parce que les servitudes sont faibles. Mais pour revenir à la Côte d'Ivoire, il est arrivé au pouvoir dans des conditions particulières, dans le cadre d'une élection particulière, où c'était l'opposition qui contrôlait la commission électorale, donc c'était plutôt lui qui contrôlait la commission électorale, dans le cadre d'une d'une exploitation des ressentiments ethniques, d'ethnocentrisme échevelé. Donc chaque fois que dans un pays, le changement du pouvoir équivaut à une révolution entre guillemets et met en péril non seulement des individus, mais des partis et des communautés, effectivement, ces individus, ces partis, ces communautés font tout, et c'est surtout pour les communautés, c'est naturel, pour ne pas subir le retour de bâton. On a vu en Syrie avec... et pourtant, ce risque, il pèse aujourd'hui en Côte d'Ivoire.
il pèse justement ce retour de bâton. Vous l'avez dit, il est arrivé dans un contexte de crise post-électorale qui a fait de nombreux morts. Est-ce qu'aujourd'hui ce En 2020, il y a encore eu de nombreux morts et il y a une exploitation de l'ethnicité qui est ravageuse et il y a des problèmes non réglés, notamment les problèmes d'identité, de nationalité, ce terme d'ivoirité ressort beaucoup en ce moment. De foncier. C'est une famille qui fait des affaires. La première dame est une femme d'affaires, les enfants de la première dame font des affaires, ils sont dans le cacao, dans les médias, dans la santé. Donc en fait, plus un pouvoir est totalisant, plus il s'éternise. Effectivement, parce que non seulement c'est le pouvoir, le président qui parle, mais en fait tout est remis en cause. Quasiment tout est remis en cause. On a vu Talon au Bénin, il n'a pas exercé le pouvoir de la manière la plus démocratique qui soit, mais il part. Il part parce qu'il est arrivé de manière démocratique, parce que finalement ses années au pouvoir n'ont pas été constellés de cadavres dans le placard ou dans la rue, donc il s'en va. Bien entendu, il va essayer peut-être d'influencer le jeu après, mais il s'en va le cœur plus léger qu'un Alassane Ouattara ou qu'un Mahamat Idriss Déby Itno. Tout dépend de l'instauration du tragique dans la destinée de ces pays. Les pays dont les destinées sont tragiques sont des pays où le pouvoir est aussi verrouillé. Oui, je voulais citer le cas d'un pays qui est peu connu par le monde francophone, c'est l'Érythrée. L'Érythrée, voilà un pays rare. C'est un pays qui, contrairement à tous les autres pays, plus gravement encore que la Guinée équatoriale, qui n'est pas triste non plus, l'Érythrée, c'est un pays où le président a simplement décidé qu'il n'y aura pas d'élection. Il n'y a pas de constitution écrite, ni verbale. L'armée est le seul employeur. L'espace militaire est infini. Et il a le soutien de tous les pays du Golfe voisins. Et quelle place pour la société civile, justement, en Érythrée ? L'exil. Soit les familles ont dans leur village un lopin de terre garanti par l'État pour se nourrir physiquement. Toutes les autres personnes qui vivent dans les villes, qui sont jeunes, doivent passer par le service militaire, et le service militaire n'a pas de fin. Parce que une fois que le service militaire se termine, il ne se termine pas, mais si la personne quitte le service militaire, elle ne peut pas travailler en dehors de l'armée. Il faut qu'elle postule dans l'armée pour rester dans l'armée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a près de 20% de la population érythréenne qui est en exil. C'est un caserne à ciel ouvert. Caserne à ciel ouvert. Voilà un pays particulier. Donc, et le président, pour le coup, il a 83 ans actuellement. Et il semble qu'il va encore rester, puisque tant qu'il a la santé, il n'y a aucun système ni d'élection. Il est très jeune par rapport à certains, tout à fait. En tout cas, ça veut dire que ça ne peut pas bien se passer, son départ. Voilà. Donc lui, il a peur de son départ, puisqu'il y a beaucoup d'enjeux sur la suite. Juste pour conclure, effectivement, on se rend compte ici que, enfin, on est tous à peu près d'accord pour se dire que le pouvoir et son exercice, en réalité, par le dirigeant, dépend de la genèse de ce pouvoir. Dans quelles conditions est-il arrivé? Est-ce que c'est le peuple qui l'a mis au pouvoir? Et du fait que si ce n'est pas le peuple, pourquoi devrait-il rendre des comptes au peuple, in fine? Il n'obtient pas sa légitimité d'eux. Donc, au final, il n'est pas dans une situation où il attendra du peuple de lui donner son pouvoir, parce que le peuple ne lui a pas donné son pouvoir. Ce sont d'autres partenaires qui l'ont amené au pouvoir, et donc c'est vers ces partenaires-là qu'il devra rendre des comptes le moment venu, mais surtout pas au peuple. Et moi, la proposition que je fais, je pense que la proposition, je ne sais pas, peut-être que je suis en train d'embrayer sur la suite du débat, donc là j'anticipe un peu, mais la proposition qui peut se faire, c'est, en fait, quand on parle à l'échelle d'un pays, c'est d'abord le fédéralisme. Je pense que c'est peut-être le meilleur modèle politique que nous pouvons avoir au niveau des États africains, et non pas une concentration excessive du pouvoir. Pourquoi? Une fédéralisation où le pouvoir est réparti de manière équitable de par les différentes régions d'un pays donné. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'affaiblir le pouvoir central, parce qu'il y a toujours un pouvoir central même dans toute fédération. Il y a toujours en Allemagne le Bundestag, etc., en Allemagne et aux États-Unis, à Washington, etc. Il y a toujours donc cette centralisation du pouvoir. Mais en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est faire perdre l'essence de la fonction présidentielle au président de la République, et plutôt diffuser le pouvoir
dans les différentes régions du Rabash. Mais donc on est vraiment dans cette logique-là. Est-ce que cet argument il est valable dans les pays où ce modèle-là il fonctionne? Je pense par exemple dans les pays comme le Rwanda ou l'Égypte où justement le pouvoir central il a su se rendre indispensable justement sur l'économie, le développement. Théophile, dans quelle mesure justement un pays qui incarne une réussite économique, elle peut justifier son maintien au pouvoir? Disons que c'est plus tolérable pour le peuple quand le parti unique ou la monopolisation du champ politique débouche sur des réussites économiques. C'est plus tolérable, mais bon, c'est pas tout à fait tolérable, mais c'est plus tolérable. C'est pour cela, en fait, que la Chine ne tombe pas, malgré tout ce que les Occidentaux auraient pu imaginer. C'est un système de croissance. Bon, les gens se disent, bon, ok, on n'a pas le droit de trop parler, mais bon, on s'en sort. Bon, il reste que, par exemple, pour le Rwanda, étant donné que la coercition qui permet cette monopolisation est très forte et que le passé et il y a plein de cadavres dans le placard, on n'est pas sûr que ça se passe bien. Parce que si le président Kagame fait 40 ans au pouvoir et que ça débouche sur une deuxième guerre civile, ça veut dire que c'est un échec total, même si tout a été fait de la meilleure des manières possibles. Donc oui, c'est sûr que la réussite économique, je pense d'ailleurs que c'est l'absence de réussite économique qui a rendu populaire la question démocratique dans les années 90. Finalement, c'est juste jouer la montre, alors si c'est tolérable, mais ce n'est pas... jouer la montre, parce que un pouvoir qui est monopolistique peut tout à fait organiser la diffusion progressive du pouvoir, même dans le cas du parti unique, c'est-à-dire la décentralisation, la fédéralisation peut être portée par des partis uniques. Je me rappelle, au Cameroun, il y avait justement, à partir des années 80, la démocratie à l'intérieur de l'UNC, qui était le parti unique de l'époque, ou du RDPC, je ne me rappelle plus à quel moment, mais en tout cas, on pouvait voter au sein du parti unique qui serait le président de la fédération, etc. On voit bien que le pouvoir continue de contrôler, mais il contrôle dans un projet. Parce que on peut considérer que le verrouillage du pouvoir au Rwanda, par exemple, est une nécessité vu les brûlures de l'histoire, mais un pouvoir visionnaire se doit de progressivement organiser un autre système qui empêchera à la fois le retour aux heures les plus sombres et libérera les énergies des uns et des autres. Donc, mon camarade parlait de la fédéralisation. Je pense qu'effectivement, dans de nombreuses traditions africaines, la diffusion du pouvoir est une réalité qui peut être justement constitutionnalisée, parce que les grosses nations sont des créations coloniales, c'est-à-dire que même quand du temps de la gloire de Sundiata ou de Samori, bon peut-être pas Samori, mais c'est un chef de guerre, de Sundiata ou de l'empire d'Abomey ou l'empire son rail de Gao, c'était pas des grands territoires immenses contrôlés d'une main de fer, il y avait des féodalités qui organisaient le partage et la distribution du pouvoir. Oui, tout à fait. Effectivement, je pense qu'il faudrait réellement, c'est-à-dire penser à une sorte de pouvoir qui nous correspond avec nos spécificités. Et ça, je le rabâche parce que c'est important de prendre en compte notre développement social avant de mettre en place un pouvoir. Et deuxièmement... Qui intègre les libertés démocratiques. Qui intègre des libertés démocratiques. Il intégrera forcément les libertés démocratiques puisqu'il fera consensus. Donc en fait, il faut qu'on aille dans cette vision-là et qu'on essaye, pour parler maintenant d'un point de vue moderne, donc la situation dans laquelle nous sommes et pourquoi nous avons des présidents qui s'éternisent sur du très long terme, nous avons besoin d'une répartition de pouvoir aujourd'hui. C'est le seul moyen. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez un clan qui gère plusieurs milliards de francs CFA, par exemple, pour parler du cas de l'Afrique centrale, ils ne quitteront jamais le pouvoir pour passer cela à un autre. C'est pour ça qu'il faudrait mieux penser à réorganiser la structure. Moi, je le pense, en tout cas, les prochains présidents, la nouvelle génération, parce qu'il y aura une nouvelle génération qui va émerger, que ce soit par les urnes, que ce soit par les armes ou que ce soit par le temps. Il faut que cette nouvelle génération vienne avec l'esprit qu'on ne concentre pas le pouvoir, mais qu'on essaie de le diffuser afin qu'il n'y ait pas une hyper-présidentialisation dans ce dont nous n'avons pas besoin. Parce que chez nous, comme vous avez tout à l'heure évoqué le cas du Rwanda, où on peut encore, c'est encore discutable, chez nous, ça ne peut, en tout cas en Afrique centrale, ça ne porte aucun fruit. Nous avons besoin plutôt d'une répartition du pouvoir pour ne pas arriver à des dérives autoritaires comme on le connaît aujourd'hui. Qui ? Nous sommes sur la question de la solution. Donc la solution, effectivement, dans le cadre de la dynamique unitaire panafricaine
la DUP auquel je participe, il y a débat sur les solutions pour l'Afrique et le fédéralisme, les fédérations dans le pays ou entre les pays, bien sûr, fait partie de l'offre qui peut être encouragée. Mais en réalité, il y a aussi une tendance à oublier un peu la vraie majorité africaine qui sont les moins de 25 ans. Et ils s'expriment peu sur la scène publique. Et c'est eux qui doivent, qui vont d'ailleurs imposer des solutions, puisqu'ils sont plus de la moitié, voire 60% de la population africaine à moins de 25 ans. 70% à moins de 30 ans. Et cette population-là, est-ce qu'elle va être sensible à ce qui se faisait en Afrique autrefois pour s'en inspirer? Ce n'est pas sûr. Est-ce qu'elle sera perdue dans le miroir que lui envoient les médias modernes sur une certaine démocratie occidentale qui elle-même est parfois faussée? On ne sait pas. Est-ce qu'ils vont être perdus dans l'apolitisme et le quotidien informel? Je ne sais pas. C'est sur leur tête que se posent ces questions, puisque ils sont la majorité, ils s'expriment peu sur la scène publique, et c'est eux qui demain vont trouver des solutions pour l'Afrique. Une toute dernière question peut-être avant de clôturer l'émission, Théophile. On est dans une ère justement où ces dernières années, le continent a été marqué par des coups d'État. Il y a eu la formation de l'Alliance des États du Sahel, donc on pense évidemment au cas du Mali, du Burkina Faso, du Niger. Comment justement éviter que ces transitions politiques elles débouchent sur une installation, une longévité au pouvoir, comme ce qui est le cas dans d'autres pays d'Afrique centrale par exemple? Alors effectivement, on peut arriver au pouvoir porté par le peuple, parce que dans le cas de l'Alliance des États du Sahel, il faut quand même noter, on parle beaucoup de coups d'État, mais ce sont des coups d'État qui étaient en réalité des coups d'État civilo-militaires. Pour prendre le cas du Burkina, ce n'était pas une réussite absolue, le coup d'État Ibrahim Traoré, c'est parce qu'il y avait des gens dans la rue qu'il était possible. Effectivement, on peut arriver au pouvoir porté par le peuple et puis le lâcher. On a vu ça par exemple avec Sékou Touré en Guinée, qui était un chef d'État populaire et qui est finalement devenu le bourreau de son peuple pour des raisons évidentes, pour des raisons multiples qui ne sont pas forcément de son fait. Je pense qu'il faut faire preuve d'imagination, c'est-à-dire et de générosité aussi. C'est-à-dire il faut se dire, le monde ne s'arrête pas à moi, et je ne suis pas obligé d'être la copie de mon père. Parce que quand on parle de tradition aussi à longueur de journée, mais notre tradition c'est le malheur, hein, depuis 6 siècles. Nous sommes issus de 6 siècles de malheur, de 6 siècles de violence, de 6 siècles de dépossession. Nous sommes des peuples où les oncles ont vendu leurs neveux dans le cas de l'esclavage transatlantique, parce que ça revenait à cela. Au final, quoi qu'on en dise, c'était comme la traite du cacao, c'est-à-dire qu'effectivement, le grand bénéficiaire, c'était les Européens et les Américains, mais les Blancs, mais de fait, nous sommes issus d'une tradition de malheur. Et il faut briser la chaîne du malheur. Et pour briser la chaîne du malheur, il faut faire preuve d'imagination. Et il faut faire preuve de générosité. Et quand on voit un leader africain qui est aujourd'hui sous-coté, c'est Nelson Mandela. Nelson Mandela, on peut critiquer le fait qu'il n'a pas pris tout le pouvoir aux Blancs, qu'il n'a pas parachevé la révolution démocratique sud-africaine, mais les leçons d'humanité qu'il nous laisse, elles sont précieuses. Ne pas faire son temps et le temps de ses enfants. Savoir s'arrêter. Considérer que la vie ne s'arrête pas à nous. Considérer que nous sommes imparfaits. Oser parler, notamment par exemple quand son fils a eu le sida, il l'a dit alors que le sida était encore un tabou en Afrique. Se poser en être dont la finitude est une évidence, ne pas vouloir devenir un dieu, un pharaon. Je pense que ce sont des leçons philosophiques qui vont donner à nos leaders, s'ils le veulent, s'ils nous écoutent, d'entrer dans l'histoire, parce qu'il y a très peu de dirigeants africains qui sont entrés dans l'histoire. Il y a très peu... Aimé Césaire dit « Nul ne put jamais nous insurger vers une quelconque noble cause désespérée ». Allons-y, insurgeons-nous pas contre des gens, mais contre la situation actuelle de l'Afrique, et rêvons tout simplement d'un avenir qui est différent. Et c'est pour cela, j'ai été vraiment pénible là-dessus,
la tradition ne saurait être notre ressort. C'est l'imagination qui doit nous pousser, comme elle a poussé les autres peuples. Les autres peuples ne se sont pas fondés sur la continuation perpétuelle de la tradition. Ah, pas du tout. Ils ont inventé l'avenir. Merci Théophile Kouamouo, la conclusion était toute faite. Merci à vous, on arrive déjà au terme de cette émission. Frédéric Tchoungui, merci également d'avoir été parmi nous, ainsi que Maki Oumed Gaba. Merci messieurs pour votre analyse. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro de Vox Live. N'hésitez pas à nous faire vos retours et vos commentaires sur nos différentes plateformes de diffusion. À très vite. Ce programme vous a été offert par Afriland First Bank.